Il est 14h ici à Paris. Merci de regarder France 24. Dans l'actualité de ce jeudi, une dose de rappel pour tous les Français. Les rendez-vous seront ouverts dès samedi. Le masque fait son retour dans tous les lieux publics. Le gouvernement réfléchit aussi à la vaccination des 5-11 ans. Le sentiment de notre invité, le docteur Goldman, dans un instant. Un nouveau naufrage évité dans la Manche. 70 migrants ont été secourus la nuit dernière, déterminés eux aussi à rejoindre l'Angleterre, malgré la mort hier de 27 personnes retrouvées noyées. Jonathan Walsh est à Calais, on le retrouvera dans un instant. Et puis une femme sur 3 victime de mauvais traitements au cours de sa vie. Journée internationale contre les violences faites aux femmes. La France veut faciliter le dépôt de plaintes des victimes. Et c'est donc le retour des vaccinodromes ici en France. Le 15 janvier prochain, tous les Français vaccinés de plus de 18 ans devront avoir reçu leur rappel. Sinon, ils perdront leur passe sanitaire. C'est le principal enseignement de la conférence de presse d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé écarte tout confinement ou couvre-feu. Caroline Sins. Un rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. Et bonjour professeur Goldman, merci de répondre à France 24. Vous êtes professeur d'immunologie médicale à l'Université libre de Bruxelles. La 3e dose, donc pour tous, c'était inévitable ? Alors je pense que c'était inévitable, d'abord pour les plus vulnérables. Donc je pense que dans ce qu'on a entendu, il faut bien voir que les mesures qui ont été annoncées ont pour préoccupation de limiter la transmission, la circulation du virus, sachant que d'autres mesures ont déjà été prises pour protéger les plus vulnérables. Je parle des 3e doses pour les seniors et les gens avec des comorbidités. Ce qui a été annoncé aujourd'hui correspond au fait que les vaccins sont moins efficaces pour réduire la transmission. On le voit, le virus circule de nouveau très activement. D'où l'idée de combiner cette 3e dose qui va quand même renforcer cette action du virus contre la transmission avec un renforcement des mesures barrières. On a certainement besoin des deux aujourd'hui pour limiter cette transmission qui est quand même très préoccupante du virus. Ça veut dire, professeur, qu'en l'absence de traitement pour soigner le Covid, on est reparti pour des rappels dans 5 à 6 mois ? Alors, c'est intéressant parce que vous dites en l'absence de traitement. Ce que je trouve qui a vraiment manqué dans cette communication du ministre, c'est justement de faire allusion au traitement qui existe. Et je reprendrai l'intervention de Jean-François Delfraissy il y a quelques jours, qui mettait l'accent sur les anticorps monoclonaux qui sont disponibles, qui permettent de réduire la nécessité d'hospitaliser les patients les plus vulnérables lorsqu'on les diagnostique et qu'on les traite par anticorps monoclonaux très tôt après le test positif. Et là, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Ces traitements extraordinairement efficaces sont en fait sous-utilisés pour toute une série de raisons. Et je pense que
mettre l'accent aussi sur la vaccination et les troisièmes doses chez les plus vulnérables. Alors on sait qu'elle s'est prévue, mais il y a encore trop de trous dans la raquette. Et si vous voulez en même temps déployer ces anticorps monoclonaux quand c'est possible, je pense que ça devrait être mis beaucoup plus en avant. C'est complémentaire à la limitation de la circulation du virus. Pour revenir à la vaccination, le ministre de la Santé n'a pas écarté une campagne pour les 5 à 11 ans qui ne sont pas donc les plus vulnérables. D'ailleurs, l'Agence européenne du médicament vient d'autoriser Pfizer pour les 5-11 ans. On se dirige donc vers la vaccination des plus jeunes ? Alors, c'est un sujet qui est excessivement délicat. Je pense que la vaccination des plus jeunes dans nos pays, et je fais une distinction avec les États-Unis, où il y a des jeunes enfants qui ont des facteurs de risque plus importants que chez nous de développer des maladies graves liées à leur milieu social, liées à leur origine ethnique, liées à des comorbidités, notamment l'obésité, y compris chez les jeunes enfants. Je dirais que chez nous, en l'absence de comorbidité, l'enfant qui se porte bien, je pense qu'il y a encore une réflexion à avoir, puisque le bénéfice individuel pour lui est pratiquement inexistant, donc on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Et il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois, voir ce qui se passe aux États-Unis, dans d'autres pays où ces enfants sont aujourd'hui vaccinés, pour, disons, être complètement rassurés sur l'absence d'effets éventuellement très rares, mais qui ne seraient pas acceptables dans une population qui, effectivement, n'est pas exposée à la maladie en tant que telle. La reprise des contaminations est spectaculaire, notamment chez les moins de 16 ans. Le nombre de tests a doublé la semaine dernière. Est-ce que c'est l'école qui est le maillon faible de cette pandémie, en tout cas ici en France ? Bon, alors certainement qu'il y a l'école, il y a le fait que il y a beaucoup plus d'activités à l'intérieur. Je pense qu'aussi les gens sont très fatigués de toutes ces mesures, de toutes ces contraintes. Elles sont sans doute moins bien respectées, en particulier chez les plus jeunes. Mais je pense quand même qu'il faut redire que le fait qu'il y ait des infections, en soi, c'est gênant, surtout parce que ça met à risque les gens les plus vulnérables, les gens les plus âgés, les gens avec comorbidité. Pour les autres, ceux qui sont jeunes, en parfaite santé, bien entendu, ils courent le risque d'un syndrome grippal, de devoir être mis en quarantaine, avec tous les inconvénients qu'on connaît. Mais finalement, pour eux, la situation est assez analogue à celle que l'on connaît dans les épidémies de grippe. Donc je pense qu'il faut effectivement relativiser quand même l'importance de cette circulation accrue du virus. Il faut essayer de la freiner autant que possible, tout en protégeant le mieux possible et mieux qu'on le fait aujourd'hui ceux qui sont à grand risque de se retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs. Et vous rejoignez en quelque sorte ce que dit Olivier Véran. Nous considérons que nous pouvons passer cette 5e vague sans les outils les plus contraignants, donc sans confinement, sans couvre-feu, tout finalement en misant exclusivement sur la vaccination. Est-ce que c'est risqué ? Oui, alors je partage son avis, sauf que j'y ajoute un élément. Je pense que vraiment les traitements dont j'ai parlé font partie de la solution pour effectivement réduire la tension dans les hôpitaux. Une dernière question sur donc cette 3e dose qui attend tous les Français. Comment ça se passe dans les autres pays qui ont déjà initié cette dose de rappel ? En Israël, par exemple, est-ce que ça a permis de casser la courbe de la contamination ? Oui, alors les informations dont on dispose montrent effectivement qu'il y a là une efficacité indubitable. Et donc je pense que c'est d'ailleurs ça qui guide les autorités françaises qui, je trouve, quand je compare avec ce qui se passe dans mon pays, a bien anticipé, que ce soit avec le pass sanitaire qui a été mis en place très tôt ou avec ces actions maintenant, disons, très fortes sur les 3e doses. Je pense que c'est effectivement la bonne stratégie. Est-ce qu'elle va suffire ? Comme l'a dit le ministre, ça va aussi dépendre du respect des mesures barrières, des autres contraintes. Et ça va aussi, comme je l'ai dit, dépendre de la mise en œuvre des traitements dont j'ai parlé. Merci infiniment, professeur Goldman, de nous avoir éclairé en direct sur France 24.
Avec plaisir. De nouveaux migrants ont tenté la traversée de la Manche la nuit dernière. 70 personnes ont été secourues et sauvées. Transit froid. Un nouveau drame a donc été évité. Hier, 27 exilés ont été retrouvés morts dans la Manche. Eux aussi tentaient de rejoindre l'Angleterre. Emmanuel Macron demande une mobilisation supplémentaire aux Britanniques. Claire Vérol. Sur les plages de Calais, ces agents récupèrent à bout de bras une nouvelle épave de canaux pneumatiques. Ce matin, ces migrants ont tenté de braver la mer pour rejoindre l'Angleterre, en vain. Des départs dangereux qui continuent, malgré le naufrage d'une embarcation dans la Manche. Hier, les secours français et anglais interviennent au large de Calais. Un bateau semblable à celui-ci a chaviré. 27 corps sont repêchés. C'est de loin le naufrage le plus meurtrier dans cette zone. Ces sauveteurs sont arrivés les premiers sur place. Parmi les corps, ceux d'une femme enceinte et d'un adolescent. Nous avons récupéré 6 corps à la dérive. Nous avons passé à côté d'une embarcation pneumatique carrément dégonflée. Le peu d'air qui restait l'aidait à flotter. Et le restant, c'était le ramassage, malheureusement, au petit poussé. Ce matin, les habitants de Calais sont en colère. Ils étaient nombreux à redouter ce drame. Il fallait s'y attendre, c'est malheureux, mais il fallait s'y attendre. On l'a toujours dit. C'est une honte, ça fait des années que ça dure. Là, parce qu'il y a des morts, tout le monde bouge. Dans ce camp de réfugiés, cet homme avait lui-même tenté de traverser hier à bord d'un bateau pneumatique, en vain. J'ai appris par ma famille qu'un bateau avait chaviré. Ils étaient si inquiets pour nous, ils nous ont appelés. Heureusement, nous étions vivants. Les associations, elles, réclament que les passages soient sécurisés. C'est vraiment la colère parce que ce drame, il aurait pu être évité. Ça fait des années en fait que tout le monde tire la sonnette d'alarme. Et voilà, en fait, là, on se retrouve avec un drame d'une telle ampleur. En fait, il faut du courage politique et mettre en place des voies de passage sûres en fait pour ces personnes. Les associations appellent à un rassemblement silencieux ce soir à 18h30 pour rendre hommage aux migrants noyés. Autre témoignage avec notre envoyé spécial à Calais, Jonathan Walsh. Bonjour Jonathan. Vous avez pu parler avec des migrants ce matin et visiblement, le drame d'hier ne les décourage pas à partir. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, ils sont sous le choc, ceux à qui nous avons parlé, et ils savent pertinemment que le drame qui a eu lieu hier pourrait également leur arriver lors d'une future traversée de la Manche. Mais clairement, ils ne sont absolument pas dissuadés, découragés. Tous ceux à qui nous avons parlé, nous en avons rencontré beaucoup ce matin, nous ont dit la même chose. Vous avez d'ailleurs mentionné un groupe de 70 migrants qui a tenté une traversée la nuit dernière. Nous les avons vus, nous les avons filmés à la gare de Calais. Certains avaient encore leur gilet de sauvetage. Et puis un peu plus tard, nous nous sommes rendus sur un point de distribution géré par des associations humanitaires, de distribution d'eau, de nourriture, de boissons chaudes à des migrants. Là, nous avons échangé avec nombre d'entre eux et ils nous l'ont dit encore une fois qu'ils continueraient coûte que coûte, que c'était pour eux la dernière ligne droite et que rien ne les arrêterait. Je vous propose d'écouter l'un de ces migrants avec qui nous avons échangé, un jeune centrafricain de 16 ans à peine. Bon, en fait, nous aussi hier, on a essayé de tenter dans le mer. Bon, on est entré, après on nous a secourus parce qu'il y a beaucoup de moches, il y a beaucoup de vagues. Ah oui, on va continuer, donc c'est la seule solution pour nous ici. Donc on va essayer de continuer pour aller, donc on peut jamais reculer. Pour le moment, le vague n'est pas bon. Bon, j'essaie de partir encore, j'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en-route plus que ça. Donc on voit que ici c'est très facile pour nous. John, dans quelles conditions vivent ces personnes? On le rappelle, il n'y a plus de camp actuellement à Calais dans sa région. Oui, effectivement, la politique française sur le littoral de la Manche est de ne plus laisser de grands camps s'installer. Et puis dès qu'ils commencent à grossir, ils sont évacués par les forces de l'ordre. C'est ce qui s'est passé encore une fois à Grande-Synthe il y a quelques jours à peine. Et le résultat, alors d'abord, clairement, ça ne décourage absolument pas l'arrivée de migrants ici. Il y en a encore beaucoup. Nous avons parlé à des associations qui nous ont donné des chiffres. Il y en aurait entre 1200 et 1500 ici à Calais
en permanence, autour d'un millier à Grande-Synthe. Et puis donc le résultat de ce démantèlement permanent de camps, c'est que leur présence est très éclatée et leurs conditions de vie sont absolument désastreuses. Ils vivent souvent dans la rue, dans des camps de fortune. Nous avons rencontré tout à l'heure un groupe de Syriens qui dort dans un petit amas de végétation tout près du centre-ville. Donc voilà, vous l'imaginez, vraiment des conditions de vie absolument terribles. Et cela, finalement, pour beaucoup, c'est ce qu'ils nous ont dit, contribue à les motiver à traverser la Manche. Ils ne se voient absolument pas rester ici, s'installer ici dans ces conditions. Et pour eux, encore une fois, il n'y a qu'une issue à ce long périple qui les a amenés ici, c'est de traverser la Manche malgré les dangers et d'aller côté anglais. Jonathan Walsh, envoyé spécial à Calais pour France 24. Merci à vous, Jonathan. Et puis j'ajoute qu'à l'instant, la ministre britannique de l'Intérieur dit que ce qu'il s'est passé hier est un choc pour elle, un choc terrible, mais pas une surprise. Et elle estime également que Londres a proposé à Paris des patrouilles communes. Nous irons à Londres dans le journal de 14h30 retrouver Bénédicte Pavio. Lui va coordonner les polices mondiales pour protéger les citoyens. Ahmed Nasser Al-Raisi a été élu président d'Interpol. Un très mauvais signal envoyé puisque l'Émirati est accusé de plusieurs cas de torture. David Guibert. Les accusations à son encontre n'ont finalement pas pesé dans le choix des délégués d'Interpol. Ahmed Nasser Al-Raisi a été élu président de l'organisation de coopération policière. Plusieurs plaintes pour détention arbitraire et actes de torture avaient pourtant été déposées contre le général, haut responsable de la police émirati, notamment par ces deux citoyens britanniques venus lundi avec leur avocat à Istanbul, là où se tenait l'Assemblée générale d'Interpol. Nous nous interrogeons comment quelqu'un comme le général Al-Raisi, qui est responsable en tant qu'inspecteur général des prisons et des gardiens, mais aussi des interrogatoires, comment quelqu'un comme lui peut-il devenir président d'Interpol, dont le but même est d'enquêter sur les crimes ? Une autre plainte a été déposée en France contre le général Al-Raisi dans l'affaire de l'opposant Ahmed Mansour, placé à l'isolement depuis 4 ans. En octobre 2020, 19 ONG s'inquiétaient déjà de la possible élection d'un membre d'un appareil sécuritaire qui prend systématiquement pour cible l'opposition pacifique. Ce qui n'a donc pas empêché le couronnement de l'Émirati, qui a reçu 69% des votes au 3e tour du scrutin, face à la Tchèque Sarka Avrankova, unique candidate face à lui. L'implication financière croissante des Émirats arabes unis au sein d'Interpol ces dernières années semble avoir porté ses fruits. En 2017, le pays avait notamment versé une somme quasiment équivalente aux contributions des 194 autres États membres réunis. Le monde s'engage contre les violences faites aux femmes. C'est la journée internationale pour lutter contre ce fléau, contre cette réalité. Selon l'ONU, près d'une femme sur 3 a subi des mauvais traitements au cours de sa vie. En France, Emmanuel Macron en a fait une grande cause nationale. Et les associations sont très mobilisées. Illustration à Lyon avec le festival Brisons le silence. Reportage Alexandra Renard et Mandy Eshmati. Bonjour. Du coup, c'est un stand à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes en quelle classe, vous ? En seconde. D'accord. Vous étiez dans une situation où vous étiez en victime de violence ? Ouais. Il n'a plus le droit de m'approcher. D'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Filaction, c'est la seule association en France à lutter contre les violences sexistes et conjugales en utilisant uniquement l'événementiel et la culture. Partie du constat que le silence sur ces violences tue, cette association lyonnaise a décidé de mener des actions visibles, publiques. L'objectif, c'est d'impulser une prise de conscience collective. On a le violentomètre, qui est un outil qui permet de se situer dans la relation de couple qu'on a. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des gens qui seraient venus parce qu'il y avait une exposition, parce qu'il y avait une manifestation. Mais c'est des gens qu'on a captés comme ça, en allant à leur rencontre. Les violences conjugales touchent tout le monde, toutes les cultures, tous les âges, toutes les catégories sociales. En France, c'est une femme sur 10 qui en est victime. C'est pourquoi le festival Brisons le silence multiplie chaque année des ateliers d'expression corporelle, des films, des théâtres, des documentaires pour qu'éclate au grand jour ce grand tabou criminel. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Championne de France.
ça remue. Il y a des scènes qui sont malaisantes. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai fermé les yeux. C'est une mineure isolée, qui est toute seule, en fait, qui est abandonnée. Il n'y a pas d'adulte. Enfin, il y a un adulte, mais le seul adulte qui est là et qui l'encadre, au final, va abuser de son ascendant, de son pouvoir sur elle et d'elle. Voilà, tout court. Je suis président de clubs handisport, de clubs sportifs. Et c'est vrai que ça met beaucoup de choses en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, dans les clubs, il faut qu'on se responsabilise. Et peut-être déjà éveiller, je ne sais pas à partir de quel âge, je veux dire que tu vas être mis en confiance avec quelqu'un. Mais attention, tu as le droit de dire non ou de te poser des questions. Parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Europe, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique ou sexuelle dès 15 ans.